Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour, les mardis de la mémoire, créés par Pierre Chaunu et dirigés par Anne Collin et Dominique Paoli, diffusés en direct mardi 25 décembre 2014 de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, mercredi 26 de 6h à 7h, samedi 29 novembre de 14h à 15h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Dominique, bonjour. Bonjour Anne. Bonjour professeur Xavier Martin. Bonjour mesdames. Merci. Et merci de votre invitation. C'est nous qui vous remercions d'être venus aujourd'hui à cette émission avec tout le respect dû au professionnalisme d'Arnaud. Je dis juste aux auditeurs que nous ne sommes pas le 25 décembre, mais le 25 novembre. Alors, on est quand même à un mois de Noël pile, hein, donc ça se justifie quelque peu. Xavier Martin, vous êtes professeur émérite des universités, de l'université d'Angers. Vous êtes historien des idées politiques et du droit. Nous vous avons déjà plusieurs fois reçu dans nos émissions. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter un ouvrage aux éditions Dominique Martin-Morin, Naissance du sous-homme au cœur des Lumières, avec un sous-titre, Les races, les femmes, le peuple. Je dirais peut-être à nos auditeurs que c'est un livre qui s'inscrit dans l'approfondissement d'une réflexion que vous avez amorcée au cours de livres précédents autour de cette notion de l'homme, de cette conception de l'homme que les idéologues, les révolutionnaires et les courants qui ont suivi la Révolution française ont forgé et dont nous sommes grandement les héritiers, malgré nous parfois. Oui. Nous avons donné pour thème à cette émission un thème que vous nous avez proposé et qui est les Lumières contre l'homme et qui résume extrêmement bien votre ouvrage parce que finalement votre livre consiste à nous sortir d'un postulat. Ce postulat est que finalement sous l'Ancien Régime, l'homme en tant qu'individu n'existe pas, qu'il est sujet d'une organisation hiérarchisée au sein d'une espèce de verticalité qui l'englobe toujours dans un corps auquel il est soumis. Et que finalement les Lumières auraient sorti l'homme de toutes ces formes d'esclavage et auraient fait jaillir des notions libératrices de nation, d'opinion, d'égalité. Et vous nous sortez, vous nous amenez à ramer à contre-courant de ce postulat pour nous expliquer véritablement ce qu'est la conception par les hommes des Lumières de l'homme. Oui, alors c'est très étonnant parce que les Lumières passent pour avoir exalté l'homme individuel contre toutes les contraintes que vous rappeliez, qui beaucoup plus que des contraintes étaient des éléments de protection de l'individu, étaient des amortisseurs entre l'individu et le pouvoir. On l'a bien vu quand tous ces amortisseurs ont été supprimés sous la Révolution, où il n'est plus resté que l'individu face à une minorité extrêmement efficace dans la dictature.
Les Lumières, donc, ont la réputation d'avoir exalté l'homme contre tout cela. La réalité est très différente. Les Lumières, je le dis, ça peut paraître extrêmement étonnant. Vous qui avez eu la gentillesse et le mérite de lire mon livre, vous n'êtes pas surprise, mais les Lumières ne croient pas en l'unité de la nature humaine. Elles ne croient pas dans l'essence de l'homme. Elles désintègrent l'homme. Il n'y a plus que des animaux qu'on appelle hommes parmi tous les autres animaux. Et le reclassement, puisque l'esprit a tout de même besoin de classer les êtres animés, le reclassement se fait selon les critères des philosophes. C'est Georges Gusdorf qui avait dit que un des grands passe-temps des Lumières, c'est de chercher des critères de l'humanité. Visiblement, ce grand historien ne se rendait pas compte de l'énormité de l'exactitude qu'il proférait là. Et il est vrai que les hommes des Lumières ont passé beaucoup de temps, moins d'ailleurs à essayer de déterminer qui est homme, qu'à déterminer qui ne l'était pas. Et qui est homme au total, eh bien, c'est par défaut qu'il le résidu, ce sont les philosophes eux-mêmes. Donc, la véritable progression dans le règne de l'animalité n'est pas de l'huître dont ils aiment bien partir symboliquement, de l'huître à l'homme, c'est de l'huître au philosophe, puisqu'il n'y a pas de butoir particulier, il n'y a pas de seuil pour entrer dans l'humanité. Simplement, les plus intelligents au bout, visiblement, ce sont des hommes. Alors, les exclus sont en nombre très considérable, comme vous l'avez constaté. Alors, quand je dis exclus de l'humanité, c'est plus complexe que cela, mais c'est une tendance, c'est une propension marquée, et qui, lorsqu'elle se fait consciente, est très appuyée. Les exclus de l'humanité, eh bien, ce sont les ethnies exotiques, ce qui fait beaucoup de monde à la surface de la Terre. À la décharge des philosophes, sont des gens qui sont quand même loin, donc il y a un doute sur leur différence avec des bêtes. On peut encore essayer de relativiser cette grave atteinte à l'unité humaine, mais sous-humanisation également des femmes, de l'espèce féminine, comme dit Voltaire plusieurs fois, et sous-humanisation du peuple en général, des paysans tout particulièrement, mais également du petit peuple des villes qui est très mal considéré. Et je ne vais pas proférer des évidences trop violentes en disant évidemment que l'excuse de l'extranéité que j'ai essayé de leur trouver vis-à-vis des exotiques, elle ne vaut pas pour l'espèce féminine, ni pour les paysans au milieu desquels ils vivent, et du travail desquels souvent ils vivent d'ailleurs. Ça fait beaucoup de monde, tout ça. Ça fait beaucoup de monde. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Juste une petite remarque, professeur Xavier Martin, si vous me le permettez. Vous avez utilisé le mot réalité. La réalité est tout autre. En fait, c'est presque réducteur, voire inapproprié peut-être d'employer ce mot, parce que la réalité, c'est-à-dire les faits, nous ont montré que les Lumières, ou en tout cas leurs descendants, étaient contre l'homme. Alors que là, vous allez encore au-delà, vous montrer que c'est même leurs pensées, leurs doctrines qui sont contre l'homme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un refus de reconnaître les essences philosophiques en général, et donc une essence de l'homme en particulier, et c'est évidemment quelque chose de très important, ce particulier. Leur pensée est logiquement fondée sur ce refus-là. Alors on peut peut-être vous poser, Xavier Martin, une première question concernant cette appellation de lumière. C'est une appellation qui est contemporaine des personnages et non pas une appellation postérieure. Dès l'époque de ces philosophes, c'est-à-dire bien avant la Révolution française, ils utilisent eux-mêmes ce qualificatif. Oui, alors ils l'utilisent pas autant que nous l'utilisons vis-à-vis d'eux.
Ils ont conscience d'appartenir à une élite éclairée. Et l'expression la plus courante dans laquelle figure le mot lumière et qu'on entend chez eux, qu'on lit sous leur plume plus exactement, c'est dans ce siècle de lumière. Alors le siècle de lumière, c'est le moment où ils vivent et qui est un moment tout particulier d'exaltation d'une certaine intelligence humaine, la leur, et dont ils sont les représentants. Ils ne disent pas nous sommes les Lumières, nous sommes les philosophes des Lumières. On ne rencontre pas cette expression. C'est une expression évidemment tout à fait légitime et commode que les historiens ont créée après. Mais la notion de lumière auto-valorisante est bien de leur époque. Oui, et vous en prie. Non, je vous en prie. Et l'on trouvera sous la Révolution les gens sincèrement surpris quelquefois devant les horreurs révolutionnaires, s'indigner et s'étonner en disant dans ce siècle de lumière, comme c'est étonnant. Voilà. Mais ce que vous venez de nous dire, m'amènerait à faire une extrapolation peut-être un peu hardie. J'espère que vous me le pardonnerez, mais on a l'impression de voir se dérouler d'abord le fil de tout ce qui va se passer jusqu'à nos jours, avec cette notion de partie éclairée de la société qui, en corollaire, va imposer aux autres leurs idées. Hein. En plus, cette appellation des Lumières, quand utilisaient si j'ai bien compris, les héritiers intellectuels, disons plutôt, des philosophes du XVIIIe siècle, on a le sentiment que c'est valorisant pour eux aussi. Oui, c'est-à-dire qu'ils disent les Lumières, donc on ne peut plus rien dire puisqu'ils sont porteurs des Lumières. Est-ce que je me trompe, non ? Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait cela. Il y a une auto-justification dans l'appellation, dans le rattachement, dans l'auto-rattachement aux Lumières. Il y a une exaltation de soi-même. Une auto-glorification. Oui, et vous avez tout à fait raison de faire allusion à l'hyper-élitisme de ces gens-là, que l'on retrouve de nos jours, puisque la catégorie, pour éviter le mot de caste que je n'emploierai pas, je dirais médiatico-culturel qui fait la pluie et le beau temps, ou qui est censé la faire dans les esprits, est tout à fait dans la tradition de cet hyper-élitisme des Lumières, où une petite élite est en rupture, parce que très au-dessus, parce que très au-dessus du menu fretin dont nous sommes, et qui ne mérite que d'être guidé, téléguidé, télécommandé, et éventuellement réprimé s'il s'écarte de la bonne voie. Domestiqué, non ? Domestiqué. Domestiqué, oui. Alors, on a le sentiment, en vous lisant, Xavier Martin, qu'il y a finalement pour ces philosophes une élite, comme vous venez de nous le dire, une élite à la fois d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire que cette élite est très peu nombreuse. Et puis, il y a une masse qui est toujours méprisable, elle est haïssable, elle est, on la regarde avec au mieux commisération, ironie et au pire avec haine. Et au sein de cette masse, il y a des individus auxquels il est commode de donner le mot d'homme, mais ce mot est un mot utile finalement. C'est un mot utile, c'est une appellation, c'est une étiquette commode parce que grosso modo, tout le monde comprend ce qu'on veut dire quand on dit l'homme ou les hommes. C'est une commodité de langage, mais ça n'est qu'un mot, ça n'est qu'un nom. C'est d'où le nominalisme de cette philosophie qui est derrière, qui est très importante. Et une expression fréquente, comme vous l'avez constaté, c'est lorsqu'ils essaient d'être un peu plus précis